dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bienvenue au verger de Hudson, un petit verger bio, ici même à Hudson. Mon nom est Annick Johannis, je suis copropriétaire du verger avec mon conjoint Éric Léger. On a débuté en 2003. Donc en 2003, on a acheté une terre en friche qui est celle-ci. C'est maintenant dur à croire avec tout ce qui s'est bâti avec les années. Mais bref, c'était une terre en friche. Moi et mon mari, on voulait opérer un verger. Et puis, on avait déjà regardé là, des vergers existants à acheter. On voulait absolument faire un verger bio. Donc, notre première idée, c'était ça. Alors déjà là, en 2003, c'était un petit peu moins commun. Et on s'est vite rendu compte que c'est très difficile aussi de transitionner d'un verger existant en bio, puisque les variétés souvent ne sont pas nécessairement adaptées au bio. Donc, on a décidé, ça va être plus long, on achète une terre et on plante nous-mêmes le verger. Donc, les premières plantations se sont faites en 2003. On a planté 1000 pommiers sur le terrain ici là, en 2003. Donc, au fil des années, à tous les années, on plantait un autre 1000 pommiers, un autre 500, un autre 600, tout dépendant des variétés qu'on voulait installer. Petit à petit, ça s'est fait vraiment là, de fil en aiguille. C'était à temps perdu et à temps de week-end. Donc, on a travaillé très fort. Et puis, on a bâti la grange ici derrière vous, là, il y a environ 4 ans. Donc, en 2014, on a ouvert au public. On a pu commencer à faire de l'auto-cueillette. À ce moment-là, les arbres étaient bien établis. C'est pour ça qu'on a pu commencer à accueillir les gens. On avait déjà établi à ce moment-là plusieurs produits, donc c'est sûr qu'on a commencé à expérimenter le jus de pomme, on a commencé à expérimenter le vinaigre de cidre de pomme. Bref, tout ce qu'on peut faire avec les pommes. On a eu beaucoup d'années pour expérimenter ça. Surtout que dans le bio, on a quand même beaucoup de pertes par rapport aux produits bruts. Il y a quand même un pourcentage là, qui se rend dans les produits transformés. Alors de là, le besoin d'avoir des produits transformés également dans la pomme bio. La pomme bio, pour nous, c'est super important. On sait ce que c'est des vergers conventionnels, tout ce qui peut s'y retrouver comme produits chimiques. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'offrir un produit biologique à la clientèle. Tout l'amour est là-dedans. Allez, filles! On a été vraiment très chanceux à date d'avoir des gens qui ont le goût de travailler avec nous. Ils n'ont pas le goût de travailler pour nous, ils ont le goût de travailler avec nous. Donc, on a vraiment une très belle équipe au verger. C'est sûr que mes enfants sont rendus grands maintenant. Donc, la plus vieille 15, la deuxième 13. Donc, elles sont absolument indispensables. Elles sont en cuisine, elles sont derrière le comptoir, elles font les marchés avec nous. Elles prennent ça à cœur, elles aiment beaucoup les produits, elles les connaissent comme ils ont grandi avec, là, ils ont toujours consommé, donc ils sont vraiment en première ligne et puis ils sont vraiment devenus indispensables à l'entreprise.
Je te dirais que c'est vraiment mon mari qui est à temps plein dans le verger. Donc, la taille de l'hiver, c'est lui qui le fait. Nous, évidemment, étant bio, on a beaucoup de main-d'œuvre physique. Donc, vous allez remarquer que dans le bas de nos arbres, il n'y a pas de gros cernes jaunes. Il n'y a pas de grosses marques jaunes comme on voit souvent dans les vergers conventionnels parce qu'on n'utilise pas de pesticides, pas de Roundup pour nettoyer sous le bas des arbres. C'est vraiment fait tout à la main, donc au weed eater et au moulin. Donc, c'est sûr qu'à l'été, mi-été jusqu'à une partie de l'automne, c'est sûr qu'on a une équipe pour la main-d'œuvre dans le verger, c'est sûr. Ça a toujours été bio. On a toujours voulu un verger bio, donc on a toujours fait les choses en conséquence du bio. On a appris beaucoup au fil des années. C'est sûr que les premières récoltes, les premières années, tu ne te casses pas trop la tête parce que tu ne les revendras pas tes pommes. On n'était pas à ce niveau-là, de vendre les pommes. On se faisait un petit kiosque, on vendait ce qui était de plus beau. Éventuellement, on a commencé à faire des marchés, mais ça a toujours été notre priorité numéro 1. Ça a toujours été définitivement le bio. Traiter le sol, traiter la nature avec un équilibre, toujours aller rechercher un équilibre des insectes nuisibles, des insectes bénéfiques. Donc, ça a toujours été ça notre but. Ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un engrais vert, là, un sorgho. C'est une plante qui vient très haute. Puis je l'ai incorporée dans le sol. Puis là, je retravaille le sol pour pouvoir faire des préparations pour la plantation d'ail qui va se faire dans le mois d'octobre. Donc, j'ai comme un vieux tracteur, c'est dans les années 60, mais il fonctionne très bien avec un hydraulique central. Fait qu'on voit bien le sol, les lignes de plantation. Donc, les premières années au verger, après la première plantation, en 2003, on a planté 1000 pommiers. On s'est vite rendu compte qu'on n'était pas nécessairement pommiculteur de père en fils. On ne l'est pas, donc. On a toutes les deux des métiers, moi et mon conjoint. Par exemple, il fallait installer une clôture à chevreuil tout le tour du terrain. Alors, on était un peu naïfs. On se disait, bof, on va faire ça dans quelques temps, dans 1 an ou 2. Mais finalement, cette première hiver-là, les chevreuils ont mangé au-dessus de 500 arbres. Donc, on a appris à la dure de bien suivre les étapes dans des productions. Et puis, l'année suivante, on a fait une clôture. Et puis, l'année après celle-ci, on a replanté un 500 pommiers pour remplacer ceux qu'on avait perdus. Donc, on a un peu souvent brûlé les étapes dans l'excitation du projet. Donc ça, c'était un peu difficile, mais par contre, pendant tout ce temps-là, on a pu bâtir notre maison. On a pu s'établir vraiment à temps plein là, sur le verger. On a eu 3 enfants dans la mêlée, donc la première est née là, en 2003. Donc, on en a eu 3 pendant ce temps-là. Et puis, on s'est bâti une belle vie de famille, puis une entreprise vraiment à notre image de ce qu'on avait envie de faire, de la façon dont on avait envie de vivre. Donc, les produits dérivés pour le verger, c'est très important. C'est comme ça qu'on réussit à vraiment maximiser là, toute la récolte. Et puis, un de nos produits chouchou, c'est vraiment le jus de pomme.
Donc, le jus de pomme, lui, il est brut. Il est fait vraiment de façon le plus simple, le plus artisanale. Donc, pour ne pas briser là, la pureté de ce produit-là, on a toujours 2-3 sortes de pommes dedans, 2-3 variétés de pommes, parce qu'on utilise vraiment ce que la nature nous offre. Donc, en début de saison, c'est un jus de pomme qui est un petit peu plus acidulé, un petit peu même surette. Donc, et puis dans le fil de la saison, là, il devient de plus en plus sucré. Donc, à ce temps-ci de l'année, plus tôt dans la saison, il est vraiment plus rafraîchissant, il fait encore chaud. Et vers la fin de la saison, plus onctueux, plus sucré, à ce moment-là, il est un petit peu plus réconfortant. Alors, à partir de ce jus-là, qu'on congèle d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation, pas d'eau d'ajouter, pas de sucre, c'est un produit qu'on congèle, on presse et on congèle. Donc, après ça, on peut l'utiliser pour faire plein de choses. Donc, à partir du jus, on fait du vinaigre. Le processus pour le vinaigre, jus brut, plus qu'il y a un taux haut de sucre, plus on va avoir du succès avec le vinaigre. Donc, on essaye de prendre le plus possible nos presses de fin de saison. Alors, le meilleur taux de sucre va nous donner un cidre, donc c'est le sucre qui devient alcool. Ensuite de ça, on prend l'alcool qui devient acide acétique, qui est le vinaigre. Donc c'est un processus encore là qu'on fait assez naturellement, qu'on laisse se transformer pendant 1 an de temps. Donc c'est le jus de l'automne qui devient le vinaigre de cidre de pomme de l'année suivante. C'est un vinaigre de cidre de pomme où la mer est présente, donc il est semi-filtré. Donc vous avez toujours la mer vinaigre là, qui est présente, qui est un bienfait vraiment extraordinaire là, pour la santé, entre autres pour la digestion. Et en plus, le goût est extraordinaire. Donc pour les vinaigrettes, partout où on peut utiliser un vinaigre, ce vinaigre-là est vraiment superbe. Et puis, pour relier le tout, à partir de ce moment-là, on a un vinaigre. Donc, qui dit vinaigre dit marinade. À partir de ce moment-là, bien, on a un ketchup de fruits. Donc, c'est nos pommes, nos poires et notre vinaigre de cidre de pomme qu'on utilise. Et on a également, nouveau de cette année, nouveau produit, la moutarde aux pommes. Alors, encore là, on utilise une moutarde bio et on a le vinaigre de cidre de pomme aussi dans ce produit-là, ainsi que les pommes, bien évidemment. Donc, les ruches aussi sont arrivées un petit peu plus tard. Alors, quand on a commencé à avoir une production qui était plus importante, on avait besoin de faire polliniser les arbres, donc pour avoir des pommes, polliniser la fleur de pommier. Et puis, on faisait venir des ruches d'apiculteurs pour venir polliniser le verger. Mon mari s'y est intéressé parce que de un, on se disait, bon, on devrait avoir nos propres ruches, comme ça on pourrait polliniser notre propre verger. Mais non seulement ça, étant bio, on pouvait garder nos ruches dans le verger. On n'était pas obligé de les déménager parce qu'on utilise des insecticides qui vont être nuisibles pour eux autres. Donc ça, c'était vraiment super intéressant pour nous. Ils cohabitent dans le verger, ils sont toujours là, versus les rentrer pour 2 semaines, les ressortir par la suite, pour ne pas les tuer finalement avec des insecticides. Tu sais, ça va un peu à l'encontre de la nature. Donc, on trouvait que c'était vraiment... c'est un bel ajout encore là. C'est dans le naturel, dans le naturel des choses que d'avoir des ruches, je trouve, dans un verger. Donc, encore là, mon mari a pris des formations, essais-erreurs. Là, maintenant, on est rendu à 16 ruches. Donc, c'est assez pour polliniser notre verger. Ça descend toujours l'hiver. Là, on a toujours de la perte l'hiver, ce qui est normal en apiculture. Encore là, c'est un autre métier complètement. Et puis, on en apprend à tous les jours, mais à tous les jours, ils nous fascinent, ces abeilles-là, avec tout ce qu'ils font.
pour sortir le miel, dans le fond, ce que je fais, je prends, c'est comme un produit chimique. J'ai fabriqué des chasses-abeilles. C'est un genre de labyrinthe. Je le mets entre la boîte à miel et la boîte à couvain. Quand je suis prête à sortir la boîte à miel, le soir, les abeilles qui passent par le trou, ils viennent dans le labyrinthe, puis ils vont rejoindre la reine pendant la nuit parce que c'est plus frais. Puis le matin venu, ils ne sont pas capables de refaire le parcours. Donc, le matin tôt, je viens, puis je prends les boîtes à miel. Ils sont exempts d'abeilles. Donc, c'est plus simple. Puis j'ai fait ça comme plusieurs journées de suite. Puis j'ai réussi à sortir toutes mes cadres. Donc, on a 2 récoltes par année. On a le miel de printemps, qui, lui, est fleur de pommier et pissenlit. Les abeilles adorent le pissenlit, puis ça fait vraiment un très, très bon miel. Puis nous autres, vu qu'on n'utilise pas de pesticides, qu'on n'éradique pas les pissenlits, il y en a à profusion dans le verger. Donc, même qu'à un certain moment donné dans l'année, il faut couper les pissenlits parce que les abeilles se concentrent trop sur les pissenlits, puis on veut qu'ils se concentrent sur les fleurs de pommier. Donc, ensuite de ça, un petit peu plus vers le mois de début septembre, là, mi-septembre, on fait notre 2e récolte. Donc, celle-là, c'est du trèfle. Donc, quand on a semé, on n'a pas semé de gazon dans le verger, mais on a semé beaucoup, beaucoup de trèfle. Donc, on a beaucoup de trèfle dans le verger et des fleurs sauvages. Donc, ça fait un miel qui est complètement différent de celui du début de l'été. On a un beau cadre de miel. Il est pratiquement prêt à être récolté. Comme tu vois ici, il a été capé. C'est très bon quand il est tout capé. C'est un miel qui va se garder à plus longtemps. On voit ici la grille à reine, dans le fond, qui l'empêche la reine, qui est beaucoup plus grosse, comme à monter. Tu sais. Là, on est dans la boîte à couvain qui contient des œufs. Une reine, là, elle vit environ 3 ans. Mais c'est très bon de la changer à chaque année. Parce qu'avec les nouvelles maladies, là, les reines sont moins performantes. Fait que si tu vas avoir beaucoup de miel, tu changes la reine à chaque année. Ici, là, on voit ça. C'est tout des œufs qui contiennent, si tu regardes tout, comme un genre de fœtus d'abeille, tu sais. Fait que chaque œuf, il est pondu dans toutes les alvéoles, puis ça prend 21 jours pour que l'abeille vienne au monde. Un beau cadre ici qui contient du miel dans le haut, comme avec des œufs là, qui sont operculés. Il y a un petit peu de miel là, c'est comme alentour. Puis ici, on voit du pollen. Fait que, ils s'y mettent une réserve de pollen et puis pendant l'hiver, ils vont pouvoir... Ici, si tu le regardes bien, là, il reste des larves qui ne sont pas operculées. Dans le fond, c'est comme un petit verre, là, avant que ça fasse un fœtus.
Donc là, c'est une reine neuve qu'on a mis au printemps. On va passer l'hiver. Puis au printemps prochain, on va retrouver la reine. On va s'en débarrasser. On va remettre un autre reine. Donc, on est allé chercher beaucoup de connaissances dans les formations. Au Québec, on est chanceux. Il y a vraiment beaucoup de formations de disponibles dans toutes les sphères en agriculture, je vous dirais. Même aussi au niveau de la transformation, encore là, les formations sont abordables. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller chercher des expertises. Donc, des expertises, moi, pour la cuisine, c'était dans la fabrication de jus, dans la fabrication de vinaigre de cidre de pomme, de tous les sous-produits également. Pour mon conjoint en pommiculture, encore là, d'année en année, il allait suivre des formations. Puis on se crée des liens assez rapidement puis assez facilement dans ce domaine-là. Les gens en agriculture sont ouverts. Ils sont, même si on peut être en compétition en quelque sorte, être concurrent, il y a toujours une place pour la conversation, puis il y a toujours une place pour les conversations de ce qui est vraiment l'agriculture, des problématiques, des solutions. On a des très bons agronomes au Québec également. Dans le bio, il y en a de plus en plus. Donc, comme je dis, souvent, c'est du essai-erreur, mais heureusement, on a quand même beaucoup de formations là, à notre disponibilité. Donc, la baie de Saskatoon, elle, est arrivée encore là dans le but de diversifier un peu les pommes, puis d'avoir une autre récolte avec laquelle on pourrait peut-être faire des produits transformés. Donc, on s'est intéressé à plusieurs choses. On s'est intéressé à la camerise, on s'est intéressé à la baie d'Amélanche, on s'est intéressé à plusieurs d'autres largousiers. Finalement, on a arrêté notre choix sur la baie de Saskatoon. De un, parce que au goût, c'est magnifique. C'est une petite baie qui est extrêmement antioxydante. Elle est vraiment pourpre à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis ça, on a commencé à planter ça en 2008 environ. On a commencé à planter le champ de baies d'Amélanche, donc en anglais baie de Saskatoon. On les a fait venir directement de la Saskatchewan. Donc, sur un Greyhound à Montréal, je suis allée chercher les plants qui étaient arrivés de la Saskatchewan. Et puis, c'est un plant qui est indigène, donc qui est très rustique. Donc, il fait très bien dans notre climat. C'est un bel ajout à nos produits. On est capable de faire plein de produits transformés avec ça. Donc, c'est vraiment une très belle baie. Comme vous pouvez voir, on a plusieurs produits à partir de ce petit fruit. Donc, le voici. La baie d'Amélanche, comme je disais, c'est vraiment un petit fruit super antioxydant. À partir de ce fruit-là, on fait des tartes, on fait des tartelettes, on fait toutes sortes de petits produits de boulangerie. On a aussi une confiture ici, une confiture de baie d'Amélanche qui est superbe avec les yogourts, avec les fromages. Et nouveau encore de cette année, là, la moutarde aux baies d'Amélanche qui se déguste avec les viandes, avec les sandwichs et tout ça. C'est vraiment des très beaux produits avec la baie d'Amélanche, un petit peu différent. Quelque chose qui vaut vraiment le coup à découvrir. Donc, la mélange, elle se cueille à la fin juillet, donc mi à fin juillet. C'est une récolte pour la grosseur de notre champ. Nous avons environ 500 plants. Pour la grosseur de notre champ, c'est une cueillette qui se fait 2 fois par jour, donc le matin et une autre passe le soir, parce que ça va vraiment très vite. Une fois que ça se met à mûrir, c'est super rapide. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le champ aussi qui veulent leur part, donc il faut être rapide et cueillir 2 fois par jour. C'est un champ qui a environ 10 ans. Et puis, ces plants-là, ils vont continuer à donner des fruits là, pendant plusieurs années encore, là, une bonne dizaine d'années.
verger, comme dit, vu que c'est une entreprise qui est quand même assez jeune, on a beaucoup de projets pour l'entreprise. C'est sûr qu'on va toujours travailler avec le lopin de terre qu'on a. Donc, on a développé environ la moitié de la capacité là, du terrain. On a une autre partie de terrain qui pourrait être intéressant pour plusieurs autres récoltes, entre autres les noix. Donc, ça commence à être de plus en plus populaire aussi au Québec là, de faire pousser des noix, des arbres à noix. Alors, on a un petit lopin là, qui est en test pour voir la croissance, pour voir si notre climat est adapté et tout ça. Bien, ça va toujours chercher dans les cultures là, les nouveaux projets. Donc, dans les baies, les groseilles, les gadelles, on aimerait beaucoup développer tous ces petits fruits-là, un petit peu inusités. On essaie toujours d'aller chercher quelque chose qui est un petit peu moins fait ou un petit peu moins populaire. On aime beaucoup faire découvrir aux gens des choses un petit peu différentes. Ça nous différencie en même temps. On reste toujours dans le bio, bien évidemment. Ensuite de ça, bien, on fait beaucoup d'événements de groupe. Donc, que ça soit dans la saison des pommes ou autre, des événements corporatifs où on offre un repas. On fait également des activités de yoga avec un repas. On vire beaucoup, je vous dirais, vers les produits et les repas végétariens, vegan. Donc, tout ce qui intéresse les gens par rapport à leur santé, par rapport à leur bien-être, c'est les choses qui nous intéressent là, pour le futur.